l'enquête de la matinée. Merci d'être avec nous, il est 9h30, c'est le Grand Matin Sud Radio et c'est l'enquête du jour. Le djihadisme prospère-t-il dans les quartiers? On en parle ce matin avec Hugo Micheron qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le djihadisme français dans les quartiers, en Syrie, dans les prisons, aux éditions Gallimard. Et en face de lui, Abdel Salem Itache, qui est candidat sur une liste des municipales de Goussainville, dans le Val d'Oise, et membre de l'association Banlieue Plus. Et vos appels, 0826 300 301. Oui, c'est vrai. Et à plus de 80 ou 90%, vous dites que oui, le djihadisme prospère, ou en tout cas se développe dans les quartiers. On va le voir dans un instant, c'est beaucoup plus large que ça. Alors, parmi les réactions, il y en a énormément, donc on ne peut pas toutes les donner, mais il y a par exemple Paysan du 47 qui dit « Venez voir à Tonins ou Aiguillon en Lot-et-Garonne, ici c'est un défilé en fait aussi avec de voile intégrale ». Comme quoi, ce n'est pas que forcément en banlieue, dans les quartiers, etc. Et d'ailleurs, votre enquête démarre là, Hugo Micheron, 5 ans de travail, dans la région toulousaine et plus précisément aussi dans l'Ariège, avec ce qui s'est passé à Artigat, le fameux Zémir Blanc. Oui, c'est ça. Alors on dit en fait Artigat, puisque en Ariège on prononce les T. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que c'est une première surprise, c'est qu'en fait le djihadisme a une géographie propre et une histoire propre. On peut faire une sorte d'histoire géographie du djihadisme français. Pour ça, il faut remonter à la fin des années 80. Et l'un des lieux en fait fondateurs du djihadisme français, ça a été cette petite communauté donc dans l'Ariège, à Artigat, un hameau d'à peine 600 personnes, où s'est installé en fait à la fin des années 80 un émir blanc qui était un Syrien, un islamiste syrien, qui était lui-même passé par le djihad en Afghanistan et qui en fait a vécu reclus dans cette communauté. Au début, il a totalement tourné le dos à la société française. Ah bah oui, c'est ça, il était fermé. Ce que vous racontez, les paysans se disaient mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Le pauvre chez lui, là. Oui, ça génère. Et en Ariège, en plus, qui est une région qui est connue pour avoir abrité un peu tous les dissidents, si vous voulez, de France et de Navarre. Il y avait les communautés hippies dans les années 80, donc il s'est presque fondu d'une certaine manière dans ce paysage. Et pourtant, c'est autour donc de cette communauté d'Artigat que s'aimaient et se sont formés 3 générations de djihadistes français, dont les frères Klein, qui vont revendiquer les attentats du 13 novembre 2015. Et en fait, Artigat, bien qu'éloigné de tout, a été une sorte de phare du salafo-djihadisme européen, qui va discrètement être un lieu de passage pour tous les ponts. Ils étaient une poignée au début, ce que vous dites, et puis finalement ça a essaimé à travers aussi des actions qu'ils ont menées sur le terrain, sur les marchés Bellefontaine et un peu partout. Oui, parce qu'en fait, il faut lire les dynamiques d'Artigat en relation avec ce qui s'est passé dans les quartiers du sud-ouest de Toulouse, notamment les quartiers dits du Grand Mirail, donc 45 000 habitants quand même, au sud de Toulouse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir au début des années 2000, juste après le 11 septembre 2001, apparaissent un groupe d'individus, donc la fameuse famille Klein. Ils sont 10, ce qui est rien par rapport aux 45 000 habitants du Mirail. Mais par contre, ils vont faire du militantisme de base. Ils vont être super actifs. Ils vont faire du porte-à-porte. Ils vont monter des associations, loi 1901. Ils vont monter des écoles privées hors contrat. Bref, ils vont essayer de mailler le territoire. Et pourquoi c'est le déclencheur 2001? Ce que vous expliquez dans votre livre aussi. Donc il y a les attentats, on le sait bien, le 11 septembre. Mais qu'est-ce que ça déclenche, quoi? Le 11 septembre 2001, c'est vraiment le premier grand bouleversement au sein de... On va dire, c'est un cataclysme qui va provoquer le début d'une révolution idéologique au sein de l'islam de France, mais plus largement européen et même mondial, qui est vraiment l'émergence du salafisme comme un acteur actif au sein de l'islam de France. Jusque-là, il y a très peu de noyaux salafistes en France. C'est aussi l'arrivée, plus spécifiquement dans le cas toulousain, mais on le retrouve aussi à Trappes, on le retrouve aussi à Strasbourg, de militants du GIA algérien, le groupement islamique armé, qui étaient des djihadistes actifs dans la guerre civile algérienne. Et pour certains, ils vont trouver exil en France, ils vont en fait passer sous le radar. Et tous ces gens-là, que ce soit le Cher Blanc à Artigat, que ce soit les militants, les rejetons du GIA, vont miser sur le même groupe de personnes, par exemple à Toulouse, c'est-à-dire les frères Klein. Et en 10 ans, d'une dizaine, ils vont passer à un groupe élargi de près de 300 personnes 10 ans plus tard. Mais pourquoi la France ? Eh bien, pas que la France déjà, puisque ces dynamiques, on les retrouve de façon très similaire, très parallèle en Belgique, notamment à Molenbeek, qui, vous savez, était le lieu d'organisation des attentats du 13 novembre. Tous les échanges, d'ailleurs, Molenbeek et Artigat et Toulouse. Il y a un axe, clairement, si on veut comprendre cette géographie du djihadisme français, c'est pas la même géographie administrative, évidemment. C'est pas Paris pour capitale. Il y a un axe très structurant, qui est l'axe Toulouse-Molenbeek. On pourrait même prolonger jusqu'à Londres avec le Londonistan, qui était dans les années 90 très commenté aussi, qui abritait de nombreux idéologues du djihad global. Et donc la France va être extrêmement touchée.
Mais finalement, quand on regarde les dynamiques de départ entre 2012 et 2018, on se rend compte que d'autres pays, qui pourtant n'ont pas le même contrat social, c'est pas des pays laïques, par exemple, comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, vont être également très touchés par les départs. Il y a une spécificité ouest européenne. En fait, entre 2012 et 2018, on a 80% des départs de toute l'Europe qui seront concentrés dans seulement 4 pays. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Belgique. Alors, la France peut-être aussi, parce que Abdesalem Itache, vous l'avez sans doute vu aussi, ça peut-être ce développement dans certains quartiers du salafisme, de cette radicalisation à partir des années 2000. Est-ce que vous l'avez vu, vous aussi, vous l'avez perçu? Moi, j'entends l'histoire justement du GIA et ces personnes qui sont revenues avec certains fondamentalistes qui sont venus et qui ont occupé un espace qui, hélas, n'était pas occupé par la République. Parce que, absence de service dans certains quartiers, cette façon de discriminer les gens à l'embauche, de par leur nom, de par leur adresse, toutes ces choses-là sont des choses qui visent à exclure les gens et à un moment, ils peuvent être séduits par un discours. Ensuite, sur le discours radicaliste ou radicalisant, on ne l'entend pas dans les mosquées que l'on connaît. On l'a connu dans ce que l'on appelait l'islam des caves. Ces pièces dans lesquelles les gens pratiquaient et avaient le sentiment d'être des sous-citoyens parce qu'ils n'avaient pas des lieux de culte décents. Vous voyez, et là où il y a de c'est une chose que de dire on a besoin de lieux de culte que de basculer en fait dans l'extrême. Je vais aller au bout de mon propos. Vous savez, là où il y a de l'obscurité, il y a de l'obscurantisme. Et je peux vous dire une chose, ça n'est pas dans les mosquées qui sont des vraies structures organisées, puisque vous savez que tous les prêches sont entendus par les renseignements. Donc vous imaginez bien que les imams, le vendredi, font quand même attention à ce qu'ils disent. Non, ça se passe dans les caves, justement, ou dans ces pièces-là, où justement, on leur explique qu'ils sont des sous-citoyens, parce qu'ils n'ont pas le droit de pratiquer leur culte décemment dans des espaces décents. Ensuite, j'entendais, vous parliez des écoles privées qui ne sont pas sous contrat. Oui, c'est vrai. Alors ça, juste une précision. À Toulouse, oui, aussi, juste par exemple. Une précision. Oui. Un établissement privé, lorsqu'il ouvre, les 5 premières années, il n'est pas sous contrat. Et c'est au bout de 5 ans seulement qu'il arrive à être sous contrat. Il ne faut pas jeter l'anathème sur tous les établissements confessionnels, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens. Les 5 premières années, les écoles font preuve d'un travail, d'un sérieux et d'un vrai professionnalisme. Et une fois passé ce cap de 5 ans, ils sont conventionnés. Donc, il faut bien dissocier les deux. Et je pense qu'il est important de ne pas amalgamer parce que, du coup, on met en doute l'engagement de certains établissements qui font le travail très sérieusement. Oui, alors c'est pas ce qui est fait, mais allez-y, Hugo Micheron. Je vous remercie de votre remarque parce que ça va me permettre d'être très clair. J'ai pas dit que toutes les écoles privées hors contrat musulmanes. Non, j'ai pas dit que vous aviez dit ça. Oui, bien sûr. Non, j'ai juste apporté une que précision. Les salafistes et notamment les djihadistes et ceux qui vont devenir les ponts du djihadisme français dans les années 2000 se sont organisés en partie en fondant eux-mêmes leurs écoles. Oui. C'est le point de nuance qui est important et ce qui d'ailleurs permet d'éclairer un débat qui est souvent méconnu en France, c'est qu'on discute beaucoup des questions de laïcité de la loi 1905, alors que quand on reprend la façon dont s'est organisé le djihadisme, on se rend compte que la loi 1901, en fait, a été abondamment exploitée et il y a une forme de légalité. Après, il y a un autre point qui me semble important de soulever dans votre propos, c'est qu'en fait, on ne peut pas réduire, et il ne faut pas, je crois, ça serait un danger pour le débat public et pour la société, de réduire le djihadisme à la marginalité économique et sociale. Je vais vous prendre un exemple très clair. La ville de Lunel, dans l'Hérault, ville de la petite classe moyenne laborieuse de 30 000 habitants, donc qui n'est ni une banlieue ni une ville surmarginalisée au sens où on l'entend normalement. Il y a 25 départs en 2014. Elle a été qualifiée par le titre infâme dans la presse française de capitale du djihad français. À l'inverse, les cités des quartiers nord de Marseille qui cumulent tous les handicaps, qui sont surmarginalisés, vous avez 400 000 personnes dans des quartiers parfois à majorité musulmane, vous avez quasiment aucun départ. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je suis très content de vous entendre le dire. Mais on peut multiplier les exemples. Trappes et Chanteloup-les-Vignes, 2 villes qui présentent
une dynamique socio-économique similaire, très, très touchée par la marginalisation, les discriminations, etc. Et ça, c'est une toile de fond qui est fondamentale. Mais à Trappes, vous avez 85 départs, et à Chanteloup-les-Vignes, vous en avez 0. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la toile de fond socio-économique, elle rentre en compte, elle est importante, mais ce n'est qu'une toile de fond. Il faut rajouter d'autres éléments pour expliquer la dynamique djihadiste, comme le passage des acteurs. À Trappes, il y a eu le GIA qui s'est implanté et qui a été très actif. Mais il y a aussi d'autres réseaux de prédicateurs. Et dans la toile de fond, il faut rajouter des dynamiques religieuses, comme la présence ou non d'un activisme salafiste et plus largement islamiste. Et en faisant ça, je crois qu'on sort justement de ce que vous soulignez, qui est la nécessité de ne pas jeter l'anathème. Parce que à Chanteloup-les-Vignes, comme à Trappes, il y a le phénomène exactement inverse. C'est-à-dire des Français qui non seulement s'en sortent, mais qui sont encore plus méritants, parce que justement, ils évoluent dans des zones qui sont marginalisées. Et donc, dans ce constat général, quand on zoome, on se rend compte que ces dynamiques sont hyper locales. Elles se jouent à l'échelle d'un quartier, parfois d'un pâté de maison. Mais par contre, sur 10 ou 15 ans, ça devient des phénomènes globaux qui sont très préoccupants. Oui, c'est ça qui est préoccupant après, parce que ce qui n'était, il n'y avait qu'une poignée en fait de personnes en fait au début, dans les années 90, et ça a essaimé aujourd'hui dans beaucoup de quartiers, parce que vous êtes focalisé sur un certain nombre d'endroits, pas forcément que de quartiers d'ailleurs, mais on va en reparler dans un instant. Vous êtes allé aussi dans les prisons, et on voit qu'il y a un état d'esprit qui s'est développé quand même. Mais nous sommes bien d'accord sur le profil et la détresse de certaines personnes qui peuvent être à un moment séduits par ce discours-là, parce que ils ne sont pas accompagnés, dans l'emploi, qu'ils ne sont pas accompagnés dans leur logement, ou vivent dans des HLM qui sont juste indécents. Et vous savez, c'est aussi un choix politique d'avoir concentré les personnes au même endroit. Vous le savez, ça. Oui. C'est une réalité. Alors, on a des appels. Une réaction au standard, Ben, qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Ben, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous les invités. Oui. Et je vous présente mes meilleurs vœux. Nous aussi, merci beaucoup à vous. Oui. Non, j'ai réagi parce que quand j'ai entendu que l'islam n'est pas soluble dans la démocratie, excusez-moi, mais ça m'a fait réagir. Oui. Parce que cette phrase ne veut absolument rien dire. Il faut savoir que quand on parle de l'islam, de qui on parle? Parce que l'islam, les musulmans ne sont pas une entité. Les musulmans, c'est une diversité. Les musulmans du Maghreb, il n'a rien à voir avec le musulman de l'Arabie Saoudite ou de l'Indonésie. Voilà, il faut aussi savoir que la majorité des musulmans, ce sont des zones de l'Indonésie. Voilà, donc, par rapport à ça, je veux dire que l'islam, c'est une diversité totale, absolument totale. Et Ben, vous avez réagi effectivement, sans doute à partir de la petite phrase que j'ai donnée, qui est extrait de ce livre. C'est des rencontres. On va y aller directement, d'Hugo Micheron, avec des djihadistes qui sont détenus. Et là, vous en avez rencontré un certain nombre. Et je faisais référence, pour tous les auditeurs qui n'étaient pas là, à un certain Djibril que vous avez rencontré, mais il y en a beaucoup d'autres, qui dit de toute manière, l'islam n'accepte pas la démocratie. C'est ce qu'il dit très clairement, en fait. Alors déjà, c'est pas les musulmans, Ben, c'est l'islam. Oui, mais l'islam, c'est quand même les musulmans. C'est vrai. Oui, non, mais parce que moi, je suis d'une famille musulmane. Mes parents étaient des parents. Mes parents étaient sunnites. Ce sont des gens qui sont arrivés dans les années 60 en France, qui ont toujours pratiqué leur religion avec rigueur, avec discrétion. Ils ont jamais... La plupart des musulmans que je rencontre, moi, aujourd'hui, dans ma vie, le 99%, ce sont des gens qui sont respectueux de la République. Et qui sont français, qui sont même fiers d'être français, je dirais, oui, fiers. Ils sont français avant tout, ils sont républicains avant tout, et ensuite ils sont musulmans. Mais il ne faut pas mettre tous les musulmans en avant, Non, franchement, quand on entend le monsieur, moi j'ai peur. Ça y est, on est envahi de musulmans. Non, mais alors, cela dit... Non, mais il ne fait que relater un témoignage. Et des témoignages. Et cela dit, quand même, quand on lit en fait les témoignages, je vous rejoins, Ben, ça fait quand même un peu froid dans le dos sur ce qui se passe dans les prisons. Alors en fait, merci Ben, et je salue vos propos qui sont pleins de bon sens. Permettez-moi encore une fois de revenir sur l'ouvrage. L'ouvrage, c'est 5 ans de travail. Évidemment, on parle du djihadisme français, c'est-à-dire d'un phénomène ultra minoritaire. Par contre, un phénomène qui s'est manifesté par des attentats, à vrai dire, 255 morts sur les 3 dernières années. Et moi, mon travail, ça a simplement été de réinvestir le terrain,
d'aller au plus près, si j'ose dire, me frotter aux épines du cactus, c'est-à-dire rencontrer ces gens, ce qu'aucun chercheur n'avait fait jusque-là. J'en ai rencontré 80 en prison pour documenter le phénomène. Et la citation dont on a parlé, c'est la citation d'un djihadiste, évidemment, que je mets en perspective et que j'analyse pour dire la chose suivante. Les djihadistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre à deux choses. Ils font la guerre à l'islam, parce que leur but, c'est de mettre la pression sur tous les musulmans qui pensent pas comme eux pour les attirer vers eux. Ça, c'est le premier ennemi, on l'oublie systématiquement dans le débat public. Il y a une guerre idéologique au sein de l'islam, et l'avant-garde de cette guerre idéologique, c'est les djihadistes contre tous les autres musulmans. Il y en a un qui dit la chose suivante, et je pense, Ben, que vous serez d'accord avec moi sur ce genre de constat. Un djihadiste français, qui par ailleurs est originaire de l'Hérault, lui aussi, il dit la chose suivante. Moi, j'ai beaucoup de sympathie avec un blanc catholique aux yeux bleus qui vote Front National, et par contre, je déteste une arabe de gauche. Et il a mis au féminin, on peut comprendre ce qui visait aussi derrière ça. Et quand on comprend ça, on comprend que cette guerre idéologique, elle est très claire et elle vise à cliver l'islam et surtout à mettre la pression à tous les autres musulmans. L'autre guerre idéologique, elle est contre la démocratie française, et c'est pour ça qu'il faut réussir à sortir des débats anxiogènes. Mon travail, j'ai essayé de le faire de façon très dépassionnée. Je fais pas d'idéologie, je fais de la recherche de terrain, mais il y a aussi beaucoup d'analyse. C'est pas que des verbatim, je reproduis pas la propagande de ces gens. On va dans le fond des choses, et sincèrement, je crois que ça manquait dans le débat public. Oui, c'est vrai. Abdesalem Itache. Alors sur votre propos concernant la dissociation entre les djihadistes et les musulmans français en l'occurrence, les uns combattent les autres, je suis complètement de votre avis. Pour une raison. Vous le voyez, vous le voyez dans les quartiers, parce que vous êtes membre de la banlieue plus. Je vais vous répondre. La première chose, lorsqu'il y a des attentats, les premières victimes, ce sont les musulmans. Pour une raison, pour l'image que ça dégage de l'islam. D'accord ? Des personnes qui n'aspirent à rien d'autre que pratiquer leur culte discrètement, sans difficulté. Au lieu de ça, on les met au devant de la scène, malheureusement, dans les faits divers. Les musulmans de France ne demandent pas ça, ne demandent pas justement cette exposition. Parce qu'il y a déjà de la difficulté. Et on ajoute de la difficulté à la difficulté. Voilà, aujourd'hui, on en est là. Ensuite, le vrai problème, parce que ma démarche aujourd'hui, elle est vraiment de défendre les quartiers. Et c'est le sens de ma présence. Ce que je veux juste dire, l'image des quartiers, elle est importante. Lorsque vous avez une ville, justement, où l'on évoque un foyer radicaliste et autres, que croyez-vous ? Les gens n'ont pas envie de mettre leurs enfants dans ces écoles-là. Ils n'ont qu'une envie, c'est de vendre leur maison et de partir. Donc on a une dévaluation de l'immobilier, on a des gens qui partent. Et ensuite, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec de la difficulté. Dans les grands ensembles, c'est la même chose. Vous savez, lorsqu'il y a de l'ascension sociale, lorsqu'une personne quitte les quartiers, elle est remplacée par qui ? Elle est remplacée par une personne encore plus en difficulté. Est-ce que c'est comme ça qu'on avance dans les quartiers ? Vous voyez, ces difficultés-là sont des difficultés d'élus, des difficultés que l'on connaît tous les jours. Oui, vous êtes candidat à Goussainville, vous en connaissez effectivement un rayon, quoi. Absolument, absolument. Oui, vous le voyez. Mais ce que vous dites justement, c'est que ça prospère sur ces difficultés, et que de ce qui était discret auparavant, c'est devenu quand même plus visible. Il y a eu une volonté de la part de certains djihadistes de montrer qu'ils étaient là, et puis la visibilité à travers un certain nombre de signes, quoi. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'être le plus précis possible. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, ce que j'ai montré, c'est que le djihadisme, ça va bien au-delà du débat sécuritaire. Parce que sinon, en fait, on est enfermé sur qu'est-ce qu'il faut faire ? Surenchère sécuritaire, plus de mesures, et on va finir par trahir nos propres valeurs démocratiques. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut au contraire rentrer dans le vif du sujet. Et ce que je montre, c'est que le djihadisme, c'est une question qui est sociétale. Quand on regarde comment les frères Klein, je le répète, c'est ceux qui ont revendiqué les attentats du 13 novembre, c'était des officiers français de Daesh. Ils étaient extrêmement influents, ils étaient actifs en France depuis le début des années 2000, c'est ça que je montre. Je parle pas de l'islam, je parle de ce qu'ils ont fait. Par contre, ils sont passés de 10 à près de 300. Et c'est dans ces 300-là qu'on a la quasi-totalité des départs de la région toulousaine, qui a été l'une des régions les plus touchées de France en la matière. Et c'est dans ces 300 personnes-là qu'on va trouver un certain Mohamed Merah, qui va commettre les attentats de Toulouse et Montauban. Ayant dit ça, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs toiles de fond. Les dimensions socio-économiques, on vient d'en parler. La dimension religieuse, elle est très importante, et on ne peut pas faire l'impasse aussi quand on parle d'islam. Il faut rentrer dans la boîte noire et justement voir ce dont on parle. Parce que à l'heure actuelle, que ce soit le salafisme, que ce soit les autres mouvements islamistes, il y a une dynamique qui vise en fait à empêcher de parler tout ça, alors que c'est ça qui prend au piège, je crois, le débat sur l'islam en France. Il faut pas en avoir peur. Mais pour ça, il faut parler l'arabe. Moi-même, j'ai appris l'arabe en Syrie avant la guerre. Il faut réussir à faire des entretiens et à documenter. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les quartiers où je me suis rendu, qui avaient connu un nombre important de départs pour la Syrie, c'est que quand on allait sur place, les éducateurs
les militants associatifs, etc. Eux, ils disaient, mais les quartiers ont beaucoup changé et on n'en parle pas parce qu'on n'ose pas en parler. Et moi, j'ai dit, finalement, il faut produire ce constat-là. Il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, Hugo Micheron, c'est le rôle des femmes, finalement, qu'on pensait être des victimes et qui s'avèrent être des recruteurs incroyables. Oui, il y a les deux d'ailleurs. Ouais. C'est vrai parce qu'elles sont victimes à un moment donné quand elles sont des véritables sacs de viande, ce que vous racontez en Syrie. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un biais genré, si j'ose dire, dans l'approche du débat et notamment de l'endoctrinement féminin. C'est que jusqu'en 2016, c'est-à-dire très tard, on considère finalement les femmes comme étant des victimes parce qu'on ne voit pas ce qu'elles peuvent trouver. Et de la même façon qu'on n'a pas pris l'idéologie masculine au sérieux, c'est-à-dire vraiment, ces êtres-là sont embrigadés. Ils sont persuadés d'être du bon côté de l'histoire et qu'ils ont raison, même s'ils sont en prison, même s'ils vont mourir. Et ça, c'est quand même cette détermination qu'il faut réussir à comprendre. Si on les réduit tous à des fous qui veulent qui sont juste dans un délire, en fait, on enterre tout ce qui permet de faire sens de ce problème. Ce qui est compliqué, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de djihadistes, à peu près 500 qui sont en prison, plus d'autres potentiellement qu'on peut contaminer, j'utilise entre guillemets ce terme. Ou qui sont quelque part. Comment, et c'est ce qui se passe, que vous avez vu en prison, comment on peut en sortir de ça? Je ne vous demande pas une solution parce que vous êtes chercheur et travaillez sur le constat, mais quand même. Alors en fait, il y a quand même un élément, c'est que Daesh a été vaincu. Il faut le dire, ils ont été détruits, le territoire physique de Daesh au Levant a été détruit, leur pseudo-califat a disparu. Mais pour autant, le territoire idéologique du djihadisme n'a pas été détruit. Et ces 500 Français djihadistes incarcérés à l'heure actuelle en sont la preuve. La prison en France, par définition, on en sort un jour. Donc ça veut dire que le défi... Ça peut trouver une autre forme. Le défi, ça peut trouver une autre forme, il est devant nous. Ouais. Là, pour eux, il faut qu'ils fassent nombre. Ouais. C'est comme ça qu'ils pensent. Ils veulent reconsolider leurs forces. Et pour ça, ils vont s'appuyer sur des dynamiques qui leur ont permis d'émerger dans les années 2000, et notamment la diffusion du salafisme. Ouais. Et qu'il ne faut pas voir seulement comme une réaction à l'injustice. Parce que pourquoi ça serait le salafisme et pourquoi ça ne serait pas le militantisme d'extrême gauche, par exemple. En conclusion, parce qu'on pourrait rester des heures, Abdeslam Itache, ouais. Alors, sur la question de comment combattre justement cette idéologie, vous savez... je ne suis pas de ceux qui disent que l'islam n'a rien à voir avec ça. L'islam a tout à voir. Et lorsque des fidèles veulent justement apprendre à connaître leur religion, eh ben, la meilleure des choses, c'est qu'ils aillent dans des mosquées qui sont bien identifiées, où ils peuvent justement apprendre les préceptes de la religion, plutôt que de l'apprendre sur YouTube ou autre, où il y a une absence de censure qui est juste... exceptionnel. Et il y a de tout. Il y a des exécutions enregistrées et que des jeunes peuvent se passer. Vous voyez, ça manque de contrôle. Et lorsqu'il y a radicalité ou radicalisation, elle se passe là sur les réseaux sociaux. Des jeunes se connectent et sont contactés par d'autres personnes sur ces réseaux sociaux. Et très facilement, vous savez, vous êtes sur Twitter, vous voyez un tweet, et ce tweet vous amène à un autre, et vous amène à un autre, et subitement, vous vous retrouvez contacté par une personne. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, et c'est ça qu'il faut combattre. Ouais, merci Abdessalem Itache de Banlieue Plus, et donc Hugo Micheron, je vous recommande ce livre qui vient de sortir, Le djihadisme français, quartier, Syrie et prison. C'est aux éditions Esprit du Monde, Gallimard. Merci d'être venu, et vous reviendrez probablement dans nos émissions sur Sud Radio. C'était particulièrement intéressant. Il y a beaucoup de messages. Justement. Absolument. Et dans un instant, Jean-Pierre Pernaut sera avec nous, puisque c'est la troisième étape du trophée. Ah bah non, mais c'est vrai que non, il y a plus de très bruit. bien la voiture, Patrick. Oui, sauf que c'est électrique. Mais ça, c'est thermique ce que vous venez de faire. Oui, c'est vrai. Isola 2000 ce week-end. Jean-Pierre Pernaut sera avec nous dans quelques instants. Bougez pas, 9h53.